Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet pour une nouvelle émission et aujourd'hui est encore un très beau jour parce qu'on a la chance d'être en présence d'un très grand champion français. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Julien Lorcy. Salut Julien! Salut à vous. Julien, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là avec nous pour cette deuxième édition de Mes voyages, mes vérités, parce que tu as une carrière incroyable. Je le disais encore dans une de mes émissions, tu es largement dans le top 10 de all-time des combattants français. Et tu as eu l'occasion de faire beaucoup de voyages box et j'aimerais revenir avec toi sur ces souvenirs, sur ces peut-être bons moments, sur ces rencontres que tu as faites, que tu n'as peut-être jamais eu l'occasion d'en parler. Voilà. Et puis, ça nous rajeunit pas. Je suis vraiment désolé, Julien. Je ne veux pas comment dire, te vexer absolument, mais on fête les 25 ans d'une année de voyage pour toi assez incroyable. C'était l'année 1995. Voilà. Et cette année 1995 commence en mars pour toi avec la découverte d'Atlantic City pour combattre dans la sous-carte de Vasquez contre Whittaker, qui était un sommet chez les super welter à l'époque. Alors ce voyage à Atlantic City, qui est une ville mythique mais qu'on connaît pas bien, quel souvenir t'en as? Déjà, faut savoir qu'on était une équipe. On avait Marc Rocco qui était avec nous. On avait Michel Louis-Carriès, il y avait Wonder Holyfield qui était présent à Atlantic City. Et j'ai même vu jouer au casino et tout perdre. Et c'est rigolo parce que c'est la première César salade que j'ai mangé là-bas. La première fois que j'ai mangé une César salade à Atlantic City. Dans le César, dans l'hôtel César d'Atlantic City. C'est marrant. Donc effectivement, les hôtels casinos américains, moi ce qui m'a marqué, j'aime bien aussi y aller, mais c'est la proximité que tu peux avoir avec des champions, avec des légendes. Donc toi qui vois Evander Holyfield jouer au casino, il jouait à quoi? Il jouait à la roulette, il jouait au blackjack. Blackjack. Au blackjack. Alors, comme tu le dis, les frères Acariès, tu vois, tu étais sous contrat avec les frères Acariès et ils étaient aussi impliqués dans le combat principal Vasquez et Whittaker. Toi, tu dois performer sur le ring, tu dois en montrer aux Américains, c'est ce qui a été le cas. Mais est-ce que tu as pu un peu vivre les autres combats ou est-ce que tu étais un peu dans ta bulle et que t'as pas pu, t'es passé à côté de la soirée? Alors en fait non, non, tu regardes le combat, tu te prépares une heure et demie avant. Après, une fois que tu as fini de boxer, après tu regardes le reste des combats. Bon, généralement, ça se passe toujours comme ça. Ouais. J'avais boxé aussi à Las Vegas. On va en À Las parler, on va en Vegas, parler. voilà, on va en parler après. Je t'en parlerai après. Mais bon, ouais, c'est un autre monde. L'Amérique, c'est le pays de la boxe. Il se passe tout dans ce pays-là. Et quand j'ai fini de boxer, j'avais mis KO mon adversaire au premier round. Ouais. Les Acariès, ils ont eu au moins une vingtaine, une trentaine de personnes qui voulaient me signer un contrat. Parce que déjà, j'étais blanc. Et de deux, je boxais bien. Donc, c'est par rapport aux autres Français, il y avait une différence. Ouais, et puis il n'y avait pas de complexe chez toi. À chaque fois que tu as boxé aux États-Unis, ce qui était bien, c'est que, bon, notre anglais est ce qu'il est, mais tu n'avais pas de complexe à tenter de communiquer directement en anglais, pas passer par un interprète. Et ça faisait aussi une petite différence avec les autres boxeurs français à l'époque. Ben oui, et il y a toujours eu Moi, je pense, moi, j'ai toujours été différent des autres. Je pense qu'il faut apprendre à parler. Je pense que quand tu vas dans un pays qui n'est pas le tien, il faut parler leur langue, même si tu la parles mal. Tu fais au moins l'effort d'eux. Et enfin, moi, je suis comme ça. Quand je vis au Maroc, j'essaie de parler l'arabe. Quand je vis au Congo, j'essaie de parler le congolais. Enfin, j'essaie de m'adapter. C'est à moi de m'adapter parce que c'est leur langue. Et c'est moi, j'ai toujours eu ça comme point de mire, quoi. Ouais, oui, et tu vas le faire parce que tu auras d'autres occasions, même en fin de carrière, on y reviendra. Donc, Atlantic City, t'y allais, donc t'avais des étoiles plein les yeux ou quelle était ta sensation en partant d'Atlantic City en revenant en France? Tu t'es dit, je vais y retourner, c'est sûr. Hein, c'est pas ça, c'est que bon, à l'époque, on avait une dynamique.
Et avec Michel Louis-Carriès, on a fait le tour du monde. J'ai boxé à Porto Rico, j'ai boxé en Argentine, À j'ai boxé à Saint-Martin. Salta, j'ai boxé dans l'intégralité des États-Unis. On en parlera plus tard. Ouais, Mais bon, voilà, c'était une époque. Effectivement, on bougeait beaucoup aux États-Unis. Ouais. tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est le début de l'année 95, une année de voyage pour Julien. On est en mars, voilà. Mais après, tu vas revenir plutôt du côté de l'Europe pour encore une grande réunion. On l'oublie un peu, mais tu vas boxer aussi sur une terre de boxe. Et je pense que t'as ça, comment dire, ton style a beaucoup plu là-bas. Est-ce que tu peux nous remémorer ton voyage en Irlande, à Dublin, en juillet 95, en sous-carte de Lennox Lewis. Lennox Lewis revenait à l'époque euh, après une défaite en 94. Ça, c'est aussi un beau voyage pour toi? Tous les beaux voyages que j'ai faits, c'est des beaux voyages que quand t'es un petit Français et que tu vas dans des pays qui ne sont pas le tien, tu découvres des choses extraordinaires. Mais c'est surtout quand tu boxes en sous-carte d'un grand boxeur comme Lennox Lewis. Et c'est trop rigolo parce que des années après, quand j'ai travaillé pour SFR, un jour, on a été faire un combat aux alentours de Londres, Ouais. à Manchester, oui, à Manchester. Et puis, je vois la femme de Lennox Lewis, elle dit, oh, l'ami de mon mari sur Facebook. Je lui ai dit, je suis aussi champion du monde comme votre mari, hein. Elle était morte de rire. Ouais. Et ça t'a permis peut-être de recroiser Lennox ou c'était juste sa femme? Les Nox, c'est les grandes stars, ils sont accaparés par les journalistes, ils Ouais. peuvent pas prendre faire de mecs, quoi. Moi, j'ai fait mon rôle de commentateur, de consultant pour la télévision, et j'ai fait mon travail pour lequel j'ai été rémunéré, et je me suis pas égaré, quoi. Ouais. Et comment dire, boxer devant le public irlandais, c'est quand même quelque chose, quoi. Quel souvenir t'en as de ton combat lui-même? Ben, le combat lui-même, tu sais, moi, je me permets de critiquer les boxeurs comme Cédric Vitu ou d'autres boxeurs qui rencontrent des adversaires qui ont 20 combats, 10 défaites, 10 victoires. J'estime que quand tu as des prétentions européennes ou mondiales, des mecs comme ça, qui ont des palmarès de moitié-moitié, faut les battre rapidement. Ouais, tu dois les finir, tu dois me marquer le coup, c'est vrai. Voilà. Après, quand tu commences à avoir des mecs qui ont 20 combats, 15 victoires, 5 défaites, il faut aussi les battre facilement. Parce que, après, moi, j'ai vu les trois quarts de mes confrères boxeurs, dès qu'ils rencontrent des mecs, moi, que je comprends pas, c'est que ils peuvent pas battre un mec avant la limite, un mec qui a pas un palmarès extraordinaire. Par exemple, j'ai donné simplement un effet, un effet. Cédric Vitu, il boxe au casino de Ranguin, il rencontre un pas terrible, il gagne au point. Il me dit oui, mais il me dit, je vais dans le vestiaire, je dis pourquoi t'as gagné au point? Ouais, mais il me dit, je suis pas motivé et tout. C'est pas une question de motivation. Je dis Cédric Vitu, moi c'est quelqu'un que j'aime bien, mais je lui ai jamais, j'ai donné 1 euro sur le garde pas. Ouais, non, Parce que moi j'estime qu'un boxeur, c'est comme si le Paris Saint-Germain, demain il rencontre Sarcelles, il faut qu'il gagne 10-0. Faut pas qu'il gagne 1-0. Moi, c'est, c'est ce que j'attends moi d'un grand boxeur. Un grand boxeur qui se veut de talent, c'est bien de boxer à la maison. Et quand tu boxes à l'international, il faut aussi battre les mecs en international, c'est tout. ouais, ben voilà. Donc là, on va mettre vite de côté, mais là, tu exprimes bien la mentalité, et notamment de la mentalité de l'époque dans tes voyages, parce que quand tu y allais pas pour faire figuration, tu allais pour performer, tu y allais pour finir le mec. Ça, c'est clair. Enfin, l'ayant vécu, te regardant en direct, avec ton short, justement, tu parlais du PSG, ton short aux couleurs du PSG à l'époque, assez mythique ce short. Tu l'as toujours ce short d'ailleurs. Je l'ai laissé dans une boutique à Clichy pour que les gens se remémorent un peu de cette C'est grande grand. aventure qui était le PSG Box. Ouais. Ouais, c'est parce J'en qu'il est mythique quelques. il est mythique ce short. Et donc voilà, on va aller sur un autre combat où tu fais forte impression aux Américains aussi. T'es en sous-carte
mais je pense que les promoteurs ont continué à frapper à la porte d'hôtel du Caesar Palace des frères Acariès pour te signer. On va aller tout de suite, et je vais montrer ton accréditation. Quand ta carrière et ton développement de carrière continue dans la grande histoire de boxe, parce que là, t'es dans une soirée légendaire, proprement légendaire. Voilà, comment comment tu le vis ça? Tu sens que tu sens que t'es dans un prestige absolu quand on te dit tu vas boxer en sous-carte de Beau Holyfield 3. Alors déjà, je tiens à rassurer les gens que dans mes amis, j'ai Ike Bazooka Quarté, on se déplace avec David Aizomrité. Quand on se déplace, on se déplace pas comme deux Français tout seul avec Michel Eloué-Carriès. On se déplace avec un staff de l'époque. On avait des boxeurs, on avait Chavez. Moi, j'étais partenaire d'entraînement de Julio César Chavez. Quand il faisait des rounds de 3 minutes, je faisais 1 minute avec lui. Après, quand j'étais plus adulte et j'étais professionnel, ça m'est arrivé de faire 5-6 rounds avec lui et que lui faisait des 14-15 rounds. Voilà, donc c'était une autre manière de travailler. Mais on n'était pas tout seul, comme on n'avait pas arrivé entre blancs, on est arrivé aussi avec des boxeurs de prestige comme Ike Bazooka Quarté, qui a signé d'ailleurs aux États-Unis, David Aizomrité, qui est parti là-bas. Alors, si tu me le permets, regarde. Si tu me le permets, Julien, regarde, j'ai une affiche pour toi. Winky Wright et Ike Quarté qui se sont affrontés en 2006. Mais l'histoire de cet affrontement est incroyable parce que l'histoire, les ramifications arrivent en France. Ils commencent leur carrière en France. Et tu as boxé aussi avec eux, tu as fait plein de réunions avec eux. Alors dis-moi, de là, et il y a une camaraderie qui est née. Quarté et Wright qui sont des légendes. Comment toi, Julien Lurcy, qui les a connus, comment tu pourrais nous en parler? Ben moi, c'est mes potes d'entraînement, c'est mes potes. Ike, il avait mis les gants avec Nordin Mouchi et avec Khalid Railou. Voilà, c'est Quarté quoi. C'est un puncher. Quand il avait mis KO Khalid Railou, c'est Nordin Mouchi qui devait se traîner avec. Je peux te garantir que Mouchi, il a fait des esquives. Ils étaient au ras du sol. Et comment ça s'appelle? L'autre américain, là, Wright, c'était tout. C'est mon grand pote, et c'est surtout le pote de mon frère, parce que mon frère était un peu plus grand, ils avaient sensiblement le même âge. Et Ronald Wright, quand je suis parti signer mon contrat avec Don King, on s'est revu au Mandala Bay de Las Vegas, ouais. Et il est venu pour parler français. Moi, j'ai parlé anglais, on a rigolé, et il m'a donné son téléphone. Donc, je l'ai rappelé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Eh ben, écoute, tu vas être très content, Julien. Sur la page, lundi de cette semaine, sur la page, arrive une émission spéciale sur Winky Wright. Une émission d'1 heure spéciale sur Winky Wright. Je pense que ça te fera énormément plaisir. Et continuons sur Winky Wright parce que en 96, tu refais un voyage américain. Tu es dans une carte dans le Michigan à Monroe. Alors là, il fallait y aller. Et c'est Winky Wright qui fait un championnat du monde. Tu es en sous-carte, il y a David Aizomrité, il y a aussi Chris Bird qui est là, il y a le Robert Easter, le père de Robert Easter Jr. qui est là. Enfin bref, une sous-carte de dingue. Attends, ce voyage au Michigan, faut que tu nous en parles, parce que personne ne t'en parle dans ta carrière. Ça arrive en mai 96. Ben, tu sais, le problème de la nouvelle génération, c'est que bon, quand tu l'expliques, je connais Julien Lorcier parce que voilà, j'ai fait des championnats du monde en France et tout ça, mais quand tu leur expliques qu'ils vont sur le mauvais chemin, moi je m'explique quand je dis qu'ils vont sur le mauvais chemin, le mec il devient champion de France, il fait un championnat d'Europe sans avoir rencontré une ancienne champion d'Europe. Ou enfin, moi par exemple, j'ai eu le cas avec comment ça s'appelle, j'ai avant de faire Boris Sinistine, j'ai quand même battu José Sanabria à la Palestre sur un combat en 10 rounds. J'ai gagné les 10 rounds. Donc Michel et Loué-Carriès, ils ont vu qu'effectivement, puisque j'avais battu un ancien champion du monde, je l'ai vendu, j'ai gagné tous les rounds. Donc ils ont vraiment misé en moi et vu aujourd'hui, vu que j'étais une comment ça s'appelle, une future star de la boxe, mais la nouvelle génération, les mecs qui sont champions de France, ils vont faire un championnat d'Europe
sans test, sans rien, et on voit le résultat. Les mecs, ils se font KO2, KO3, KO5, ils tiennent pas la limite. Et c'est inadmissible. Moi, je suis curieux de voir tout ça. C'est notre mentalité, et c'est pourquoi, tu seras d'accord avec moi, c'est pourquoi les voyages box sont fondateurs pour tout futur champion qui se respecte. Voilà. Julien, t'es sans voix, t'es sans voix, Julien. Mais Non, non. Après, tu veux que je te parle de Monroe. Monroe, tu sais que après, quand tu dis, par exemple, à des copains, Lennox Lewis, c'est ton pote, Paul Rice, c'est ton pote, la nouvelle génération te prenne pour un mytho. C'est mais pour ça, non, d'ailleurs, j'ai posté les accréditations, parce que je suis obligé de prouver quelque part. Mais je lui dis, c'est pas la peine de prouver. Tu vas regarder mon box rec, tu vas voir là où j'ai boxé, c'est tout. ben oui. J'ai boxé dans des grandes réunions, parce que voilà, En, et tout le monde me demandait, en plus. en tout cas, avec les pirates de la boxe, t'as pas besoin de te justifier, hein. Tu nous as fait rêver, nous on le sait très bien. Ne t'inquiète pas là-dessus. Alors justement, tu performes très bien dans ce combat en sous-carte de Bo Holyfield 3. Ton adversaire a essayé de te proposer quelque chose. Bon, il a été complètement dominé, tu l'as complètement dominé, tu l'arrêtes comme il faut à Las Vegas, tu fais ta performance. Tu peux nous en reparler parce que c'est en novembre, pour les gens qui connaissent Las Vegas, en novembre, à l'extérieur, il fait pas chaud du tout. Est-ce que tu as été surpris par le climat pour ton combat? Non, parce que bon, moi, le climat, je m'en fous quelque part. Moi, je suis là pour faire une prestation. L'adversaire qu'on m'a donné, c'est un vieux de la boxe, enfin un mec qui avait beaucoup plus de métier que moi. Ouais, Smith. Il fallait que je fasse une belle performance. Et tu l'as fait. Il fallait que je fasse une belle performance. Mais si tu veux, moi, ce que je me souviens de plus, c'est de tout ce qui est aux alentours du combat en lui-même. Le combat, il est mis en vidéo, il est ce qu'il est. Mais dans mon vestiaire, j'ai Aïe Bazooka Quarté, j'ai mon hérisson qui se décolle. Aïe Bazooka Quarté, il va dans les deux tribunes, et il revient un quart d'heure après, avec du fil, des aiguilles. Chez l'entraîneur de Zazville Aizonrete, on fait combat, je gagne KO au 5e round. On revient, on veut aller voir combat. Il y a Aïe Bazooka Quarté qui a un boubou qui vaut 10, 12 000 euros. Laisse tomber, il est habillé comme un prince. Nous, on nous demande de payer nos billets, quoi. Le mec, je lui dis que j'ai boxé il y a 5 minutes. Ouais, mais il me dit aux États-Unis, si tu payes ton billet. Et Michel et Louise ont failli, ils ont été obligés d'acheter des billets pour qu'on puisse voir le combat principal. Wow. Wow. Ah, dis donc, ça m'étonne aussi. Voilà. Et t'as pu voir alors t'as pu voir un combat de légende. Alors toi qui es dans le public, Holyfield qui arrive à knocker Beau qui arrive à arrêter Holyfield, c'est la grande histoire de boxe. T'es comme, t'es comme un simple, t'oublies que t'es un boxeur professionnel, t'es comme un simple fan. Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Parce que moi je l'ai vécu, je m'en souviens encore, mais toi qui es sur le lieu même, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est incroyable d'avoir le privilège de participer au match. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui regardent à la télévision. Et la télévision, c'est pas pareil que un vrai match Bien en sûr, vrai, déjà de 1. bien sûr. De 2, tu te rends compte que quand même le billet, c'était 500 $ par tête de pipe. Et encore, j'étais gentil. C'est parce qu'on en a acheté 6. Mais je veux dire, quand tu vois aussi le résultat, en fait, les États-Unis, ça répond pas au même normes que la France. Il y a eu des championnats du monde, ils étaient après mon combat avec des poids coqs, des poids plumes, personne ne les regarde. Il y a que de l'intérêt pour les poids lourds. C'est-à-dire que 10 minutes avant le combat, 10 minutes avant le combat, la salle se remplit. Oui. On a eu des stars de basket. C'est phénoménal. C'est les États-Unis, quoi. C'est vraiment dans ce qu'il y a de mieux dans les States. C'est un autre monde par rapport à la boxe. Et nous, on essaie de faire en boxe. Mais ici, on est loin de tout, quoi. Ouais, ouais, mais t'as fait partie quand même de cette génération incroyable, cette génération française où boxer aux États-Unis
était quelque chose qui se faisait dans la carrière, qui était presque naturel. Les années 90 pour les boxeurs français ont été vraiment, pour en tout cas ceux qui performaient comme toi, ont été quand même une grande chose. Dis-moi, alors là c'est une question plutôt de fan. Je sais bien qu'on garde un goût amer de ces confrontations. Là, on repart en France et on parle de tes confrontations avec Castillo. Et regardez quand même, c'était une affiche où il y avait Lorsi Castillo et il y avait Mandy Johnston. C'était quand même pas rien. C'était quand même le nec plus ultra qui nous a été proposé. Donc, ces deux combats contre Castillo qui finissent en match nul, que tu t'es fait, enfin, on n'a pas obligé de le répéter. On est tous d'accord que tu t'es fait avoir par les juges. Voilà, comme tu le dis, il y a Gilbert Montagnier et Ray Charles qui jugeaient ces soirs-là. Mais malgré tout, c'est des combats qui sont intenses, c'est des combats avec des revirements, c'est des combats avec une... Il y a quelque chose dans ces combats. Je dirais même que c'est des combats qui ont une personnalité. Est-ce que tu n'es pas un peu chagrin que ces combats ne restent pas dans l'inconscient collectif des amateurs de boxe? Alors, juste, tiens à dire une chose, c'est-à-dire que normalement, si le premier combat que j'ai fait avec Castillo, si le combat, j'étais vainqueur, comme normalement, j'aurais dû être vainqueur, je devais boxer Prince Nassim Hamed sous la Tour Eiffel. Ça, c'est déjà le premier point. Wow. Le second point, c'est qu'on a fait 2 matchs nuls et on m'a proposé de faire le 3e combat contre Castillo. Malheureusement, j'ai pas voulu parce que j'ai dit à Michel Ouakes que j'allais pas me marier avec. Et à un moment ou à un autre, ça suffisait parce que c'était pas ma femme, quoi. Donc, et j'aurais dû parce que il a arrêté la boxe dans la foulée. Ouais, non, c'est d'autant plus frustrant. Alors, question un petit peu à rebrousse-poil, mais si on peut se faire un reproche en tant que communauté de boxe française, j'ai l'impression que la France a souvent été un pays où alors les décisions maison, ça n'existait pas. Je veux dire, parfois, en France, c'était le boxeur français qui était un peu le condamné, j'ai envie de dire, à la différence de pays où ils protègent toujours le boxeur. Est-ce que tu te sentais parfois pas assez protégé? Ben, déjà, tous les championnats du monde dans lesquels j'ai perdu, j'ai toujours été le dindon de la farce, le bâton de la farce. Je m'explique. Castillo, numéro 2, quand on a fait déjà le premier, c'est une escroquerie. D'après les journal de l'équipe, j'ai 7 points d'avance. Ouais. Donc là, on ne comprend pas. Le deuxième, il y a vraiment match nul. Après, quand je fais Alexandrov, je perds effectivement devant Alexandrov. Quand je fais Zoff, à Bruno Girard, il a fait des championnats du monde. Il avait beaucoup plus perdu, mais on le donne vainqueur lui, et moi on me donne pas vainqueur. Enfin, moi, je vois surtout la justice des autres qui sont capables de gagner en France, et que moi, je suis français, et puis que je perds à chaque coup dans mon pays. Et c'est ça que je me trouve comment ça s'appelle, toujours lésé à ce niveau-là. Illogique, notamment par rapport simplement au fonctionnement. Alors, le fonctionnement, est-ce qu'il est? On peut le critiquer, mais si tu prends à froid le fonctionnement de la boxe, que toi, qui étais quand même un nom de la boxe, n'ait jamais eu une décision maison, c'est aussi un peu étrange. C'est moi je le dis. Voilà. Mais t'étais un nom de la boxe. Et parlons à mes yeux de peut-être un gros moment. Enfin, ça a été peut-être le money fight pour toi en France. Ça a été un duel de noms. J'aimerais qu'on reparle de ce combat parce que ce combat, est-ce que ça change la donne pour toi? Mendy et Lorsi, est-ce que ça change quelque chose pour toi, ce combat? Je te donne simplement, on finit sur Castillo, juste de vous dire une chose. D'accord. C'est que Castillo, le combat, il a été ce qu'il a été, mais il a été numéro 2, je crois, aux États-Unis, oui. Avec l'époque des Marvin Hagler, des Tyson, qui ont boxé numéro 2 combats aux États-Unis. Tu regarderas parce que bon, t'étais près des States, mais on m'avait dit qu'il était numéro 2, deuxième combat de l'année en 96. Ouais, non, je crois par Ring Magazine.
par une magazine. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais, il était le Voilà. numéro 2 parce que. Mais écoute, vous nous faites parce qu'il y a les deux knockdowns. Enfin, je te parle de mémoire. Tu me diras. Mais vous nous faites en fait une Pacquiao Marquez avant l'heure. Il y a de la montée C'est ça. fantastique. Non, vraiment. Et vraiment, c'est pour ça que je te dis que ce combat doit être au-delà de la décision, au-delà de l'amertume qu'il en est. Ça, on en convient tous. Sportivement parlant, ça a été un grand duel qui a eu lieu sur la terre française. Il faut pas l'oublier, ça. Alors revenons maintenant sur un choc franco-français, Mendy Lorcy. Est-ce que ça change la donne pour toi, ne serait-ce qu'en termes de business? Alors déjà, je vais t'expliquer comment que le combat a été monté. Vas-y. Déjà. Parce que tu Alors, changes je de boxe le catégorie. 20. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une date importante pour toi parce que tu changes de catégorie, c'est ton entrée chez les lightweight, chez les légers, et ton chapitre chez les légers va être quelque chose de très important jusqu'à la fin de ta carrière, et ça on va en parler. Excuse-moi. Exactement. Et donc, en fait, je boxe un boxeur qui s'appelait Moïse Rodriguez, un Mexicain normal, et j'ai des problèmes, je me suis coupé au doigt, enfin, c'est un peu compliqué l'entraînement, on revient, on sort des fêtes, c'est un peu compliqué pour moi. Et je gagne au point, et pas dans une grande soirée. J'ai un boxeur comme ça, on verra plus tard ce qui y arrivait après. Et donc, j'ai appris des années après ma carrière, qu'il y a des gens qui viennent me voir de Côte d'Ivoire, qui viennent me voir des États-Unis, qui viennent me voir de Las Vegas, on en parlait tout à l'heure, qui viennent me voir d'Allemagne, etc., etc. Et puis, il y a un des amis de Michel Louet-Carriès qui vient et qui dort chez Michel et Louis. Et donc, le lendemain matin, ils font et j'oublie de dire que Jean-Baptiste Mendy, quand j'ai battu Moz Rodriguez, il bat Sicurella au la main, c'est grand champion du monde, c'est une star. Jean-Baptiste Mendy, c'est une star. Ah oui, légitimement, tout à fait. Et donc, le lendemain matin, ils font le débriefing et ils disent, t'as vu mon fils, t'as vu Lorcier, il a pas bien grand combat et tout. Et la personne en question, il dit que dans un grand jour, je prends Jean-Baptiste Mendy et je le bats. Et là, ils font un pari, on parlera pas d'argent, assez conséquent, et le combat se fait. Moi, on m'appelle, on me dit, oh, mon fils, ça va, mon fils, ça va, on peut se voir rapidement et tout. Quand j'arrive voir Michel, je signe le contrat direct. Je signe le contrat direct, pas parce que je pensais gagner, mais l'idée de combat lui-même me plaisait. Et Jean-Baptiste Mendy, moi, je l'avais étudié parce que Jean-Baptiste Mendy, c'est l'époque de mon frère qui a 50 plus que moi. Et Jean-Baptiste Mendy, il aurait pu se rencontrer avec mon frère, mais ça s'est pas fait. Et donc, Jean-Baptiste Mendy, c'est un truc de fou. Mais quand j'étais petit, quand j'avais 13-14 ans, et j'arrivais à la salle de boxe d'Acariès, Jean-Baptiste Mendy, c'est quelqu'un qui est particulier. C'est quelqu'un qui vient dans l'entraînement, et ça, je l'ai appris, je l'ai compris qu'en devenant un homme, quand il vient à l'entraînement, il se consacre qu'à l'entraînement. Il dit pas bonjour, il dit rien, il serre la main à quelqu'un, il vient pour faire son entraînement. Et ce mec-là, il a jamais voulu me serrer la main. Et moi, je me suis dit, un jour, je vais casser la gueule. Donc, quand on m'a proposé combat, j'ai accepté tout de suite, rien que pour ça. Parce que tu avais ça, d'accord. Tu vois? Et bon, le combat, il a été, en fait, le combat, tout de suite, je me suis dit, ça servait à rien de rester en France parce que la mentalité puérile du français de base, ils vont venir m'épier à l'entraînement, ils vont venir voir, ils vont voir quelle tactique je vais faire, etc., etc. Donc, j'ai décidé d'aller m'entraîner au Royaume du Maroc. Voilà, au Royaume du Maroc, qui est un pays de boxe aussi. Je me suis entraîné sur Agadir. Grâce à un ami qui s'appelle Mohamed Tami, qui a un grand hôtel sur Agadir, qui m'a eu la chance et le privilège de me recevoir. Il m'a tout mis à disposition. J'avais la salle de boxe j'avais la plage en face de mon hôtel. J'avais la salle de boxe en dessous. J'ai fait venir plusieurs autres partenaires d'entraînement. On a même eu Khalid Railou qui est venu s'entraîner un peu avec nous une petite semaine. Et lui, il a boxé après fin avril, je crois. Voilà, donc c'était donc j'ai tout de suite vu que ça servait à rien de rester en France parce que tout le monde allait nous épier. Donc j'ai préféré partir loin.
et on a créé l'événement dans l'événement. On a eu des belles images avec Canal+, on a eu un super truc. Après, le combat, il a été ce qu'il a été. Justement, on doit prochainement se mettre en relation avec Jean-Baptiste Mendy pour expliquer que c'est la première fois qu'on parle souvent des États-Unis, et tu le sais pareil que moi, que l'Amérique, avec des sous-cartes comme Mayweather Pacquiao, c'est remplissent des salles entiers. Mais nous, on est capable de remplir des salles entières. Et d'ailleurs, c'est la première fois que la boxe, elle a rempli la salle de Bercy. Ouais, elle a rempli complètement, tout à fait. Et Jean-Baptiste Mendy, d'ailleurs, si tu peux lui passer le message, il est le bienvenu dans la piraterie de la boxe quand il veut aussi, parce que on a beaucoup de questions à lui poser. Mais ça symbolise aussi une excellente génération de boxeurs. Pourquoi? Parce que et là, vous comprenez que c'est très rare, parce que ces hommes, là je parle à mes pirates, Mendy, Lorsi, euh, comme ça de tête, je vous dirais aussi Mormec et Tiozo, sont des two-time world champions. Voilà, Julien Lorcy, il a été reconquérir un titre, c'est pas être champion une fois, c'est reconquérir des titres. Jean-Baptiste Mendy a refait ça aussi, Mormec aussi, Fabrice Tiozo aussi, et ça c'est aussi symbolique de la qualité de votre génération. Voilà, donc combat là aussi, ta nouvelle catégorie des légers que symbolise ce combat. Tu t'es tout de suite senti bien dans cette nouvelle catégorie? Et donc, j'ai pris comme entraîneur Dominique Paris, ancien entraîneur d'Oscar de la Hoya. Ouais, préparateur physique, tout à fait. Voilà. Et donc, j'ai pris un petit peu en muscle. J'ai pris un peu en muscle. J'étais mieux en léger qu'en super plume. Le super plume, c'était compliqué. Ouais. Et c'est rigolo parce que je perds au combat de Stéphane Ozoff, le combat d'après. Ouais. Et là, encore une fois, moi, je trouvais qu'on aurait pu me donner gagnant, ça n'aurait gêné personne, et on était en France, parce que les Américains se gênent pas de le faire. Bah oui. Hein. Quand tu boxes aux États-Unis, si tu tues pas le mec, tu gagnes pas. Voilà. En Angleterre, c'est un peu pareil, hein. En Allemagne, n'en parlons pas non plus, hein. Donc, c'est pareil. On est des auto-dindons de la farce, parfois, j'ai l'impression. Voilà. Et donc, vas-y. Attends, je te coupe un truc. Et en fait, après le combat de Zoff, on a ouï dire que Michel Louis Carriès, enfin surtout les frères, ils disaient que Lorcy, le ressort, il est cassé. Faut pas dire ça, toi. Il faut pas dire ça. Ouais. Bah, disons qu'on a fait un deal, on a repris Moïse Rodriguez, que j'ai eu 2 balles à mat. J'ai eu du mal à battre en début fin janvier. Sauf que là, Moïse Rodriguez, il a été 4 fois à terre en 4 rounds. À chaque round, il allait par terre. Et donc, ils se sont dit, il n'est pas si mort que ça. Donc, je rappelle, et vous voyez même sur la fiche qui vous est proposée, que dans le même combat de Lorcy Mendy, il y avait Lifa Kano. Et Lifa Kano, moi, j'ai battu Kano après le championnat d'Europe que j'ai fait après comment ça s'appelle, après avoir battu Moïse Rodriguez, j'ai rencontré Kano, et donc en battant Kano, j'ai bouclé ce qu'on appelle le grand tournoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le grand tournoi. On va parler de cette idée de tournoi. On va parler pour ta fin de carrière. J'ai des questions très précises à te poser là-dessus. Mais tes voyages box vont continuer, même si là, on parle de tout un chapitre français qui va durer longtemps. Et avec un voyage là qui restera dans l'histoire du sport français. Je suis désolé, il faut bien le dire. C'est une coupure du journal L'Équipe que je montre à présent. C'est ton voyage, c'est ce pari, ce pari, on parle de casino aujourd'hui, que tu fais, aller au Japon pour récupérer ta ceinture. Alors, je peux me permettre de couper. Oui. Désolé, je suis un peu impoli ce soir. Mais déjà, juste un truc. Quand j'ai battu Kano, oui, vas-y. Il y a une chose qui m'a resté dans le cœur, c'est que Christian Delcourt et Jean-Claude Poutier, ils disaient que c'était Kano qui était mauvais, c'était pas moi qui était bon. Et ça, c'est un truc qu'on fait souvent en France. C'est quand le boxeur,
on n'est pas capable de dire qu'un boxeur français, il est fort. Un boxeur, il est fort. On a le droit d'être fort. Eh ben non, j'ai battu Cano, j'ai gagné tous les rounds. Je l'ai envoyé à terre au 11e et 12e round. J'ai gagné tous les rounds. Et non, c'était Cano qui était mauvais, c'est pas moi qui était bon. Ça m'a toujours déchiré. Ah, d'accord. Ah, ok. Ok. Et toi, Oublie les. Je vais te parler du combat attends, du mais Japon. tu te sentais contre Cano là, même physiquement, même dans le combat, tu te sentais fort. Le mec pouvait pas t'ébranler ce soir-là. Non, non. Tiens, tu m'aurais donné mon mec, je me serais battu avec. Franchement, j'étais prêt. Ouais. Oui. Cano, tu regarderas les esquives, tu regarderas les pas de côté, tu regarderas tout ce qu'il y a, les machins. Il y a tout. J'ai pu faire ce que je voulais parce que ce boxeur-là me plaisait. Petite taille, je pouvais jouer à distance avec lui et tout. Concernant le combat d'Atakeyama, ça c'est une autre paire de manches parce que je défends mon titre contre un Italien et après on me propose le championnat du monde contre Atakeyama. Sauf que Takeyama, il doit faire une défense de titre au mois de février 2001. Il gagne KO2 jours. Donc on a été sauvés. Seulement, Takeyama, il a 26 combats, il a 24 victoires et il en a 23 ou 24 par KO. Donc, je suis pas enthousiaste de le rencontrer. Déjà, c'est pas des trucs qui me plaisent. Le Japon, c'est pas un endroit où j'avais envie d'aller. Déjà, je prends des renseignements. Tout le monde me dit que les Japonais, c'est des gens qui sont droits. J'ai peur de me faire arranger avant de partir. Quand j'arrive là-bas, on a eu un accueil. Quand je dis extraordinaire, c'est un faible mot. Ah, on a été reçus, c'est fantastiquement la production. Ils avaient mis tout en double. On avait eu deux traducteurs. On avait tout en double. La grande classe. Mais ce qui a fait la différence, et là j'en reviens sur qui je suis, ce qui a fait la différence au Japon, c'est pas tant dans le combat lui-même, le l'un et l'autre, c'est avant le combat. C'est avant le combat, c'est-à-dire généralement un boxeur normal, il met pas 5 jours avant, il met pas les gants. Tu l'as fait? Moi, j'ai mis les gants 5 jours avant. J'ai pris le champion du Japon de poids plumes, j'ai joué avec. T'avais besoin de ça pour être sûr de toi? Non, pour la perte de poids. Pour la perte de poids, c'est plus facile de faire du sparring que de faire du shadow. Donc, j'ai pris un mec comme j'ai un casque avec une barre, avec une barre devant moi là. D'ailleurs, j'ai promis avoir eu un casque comme ça, un casque Reyes à l'époque. Ouais. Et donc, je me suis entraîné avec le mec. Et moi, tu sais, je saute très très bien la corde. C'est très bien la corde, donc je leur ai montré. Déjà, la première chose, tous les jours, on avait une conférence de presse. Et la conférence de presse, je leur demande, j'ai dit voilà, j'ai à quelle heure que les gens s'entraînent? Ils me disent ils s'entraînent de 18 à 20. J'ai dit est-ce qu'ils auront l'amabilité, la gentillesse de m'accepter parmi eux? Ah non, vous n'avez pas compris, monsieur. Alors si vous voulez de 18 à 20, on vire tout le monde. Ah, je dis non, c'est vous qui n'avez pas compris. Moi, je suis de passage ici. Je vous demande l'amabilité et la gentillesse qu'ils aient de mélanger parmi eux, de m'accepter. Ah non, mais c'est vous, monsieur. Enfin, ça fait une demi-heure de palabres. Ils ont appelé en direct la dame qui s'occupait de la salle et elle a accepté que je puisse m'entraîner avec eux. Chose pas normale. Parce que généralement, quand t'es une star, tu viens. Ça, c'est déjà la première chose. Il y a eu quoi aussi? Nous, on est arrivés les premiers, donc on est parti faire un peu le footing le matin. On a rigolé, on avait pas mal de choses. Notre temps, il est compté, donc je peux pas vous en parler, mais quand on se verra, je t'expliquerai un petit peu tous les sous-cartes. Et dans la veille du combat, évidemment, de Takanori à Takeyama, ils nous mesurent, ils regardent le nombre de combats, ils font la fat card de l'un et la fat card de l'autre. Donc il est plus grand, il a les bras qui sont plus grands, il a plus de combats avant la limite,
c'est un beau gosse. Le mec, Énorme il star. travaille comme consultant sur France 2, le France 2 japonais, et commente les matchs de boxe. Donc c'est une star. À peine, ils ont montré des images de moi à la télévision, quand j'ai fait sparring partner et tout ça. En 24 heures, ils ont rempli ils ont rempli le Saitama Center. Oui. 22 000 personnes. Oui, et alors il faut pour les gens qui ne connaîtraient pas ta carrière, apparemment tu rencontres beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ta carrière, c'est pas normal. Euh, c'est un événement énorme au Japon. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a eu un autre combat légendaire qui s'est passé au Japon, peut-être même au même stade, à vérifier, entre Inoue et Donner. Et Inoue et Donner, je crois, a égalisé votre record d'audience, mais je crois qu'ils n'ont pas battu votre record d'audience. C'est dingue. C'est tout le Japon a regardé ton combat. Et d'ailleurs, l'ambiance quand le combat commence, mais c'est juste dingue. Tu peux nous en parler de ça? Alors, on a fait 36 millions de téléspectateurs. À Dingue. savoir que la même année, la France, elle a gagné la Coupe des Confédérations au Japon. Oui, On a mieux fait que l'équipe de France de football. oui, Bon, faut le dire. Donc déjà, ça vient aussi de mon comportement, ça vient de tout ça. Et ça vient surtout que Takanori Takayama, il a refusé de me serrer la main la veille à la pesée. Et donc, moi, j'ai parlé aux journalistes. Je dis, c'est une honte. Moi, je viens d'un sport dans lequel, dans mon pays, dans lequel on serre la main de son adversaire. Moi, j'ai pas fait Hiroshima. Moi, j'ai battu personne. J'étais gentil avec tout le monde. C'est pas normal dans un pays dans lequel les gens sont gentils que l'athlète lui-même ne serre pas la main. polémique Donc, énorme dans le pays. ah ben là, une honte. Il disait que le japonais avait fait honte à son pays, etc., puisqu'on a été reçu comme un enfant. Ouais, On a été su comme de la famille, quoi. ouais, ouais, comme des rois, comme des rois. Donc, euh, alors, question, parce que ta carrière continue, mais là, est-ce que tu dirais que c'est ton meilleur souvenir de carrière? Malheureusement, non. J'en ai tellement de souvenirs en amateur, en Ouais. pro. Comme je vous l'ai dit, tu te boxes à Las Vegas, t'es un petit blanc, t'arrives à super pointé, champion du monde des poids welter, tu entends de recoudre ton corps, ton short. Ça, c'est plus des choses qui m'intéressent. J'ai pas, je me suis délivré de mon petit moi. Parce que quand j'étais champion du monde contre Mendy, j'étais invité partout. J'étais toujours égal à moi-même. Mais quand j'étais champion du monde avec Mendy, j'étais invité partout. Donc, je m'entraînais toujours autant, mais ce qui s'est passé avec Zop, il s'est passé qu'on devait avoir la climatisation, et subitement, quand on est arrivé à la Palace, la climatisation ne fonctionnait pas. Et moi, je suis qu'un homme normal, donc au bout des rounds, moi, je me suis épuisé, et comme Stéphane Ozov, il a été pris plusieurs fois pour dopage, on s'est douté qu'il avait pris des choses Ouais. pas. Bon, après, ça, c'est ce que c'est. Bon, revenons sur le Japon. Et en fait, sur le Japon, le jour même, Tanori Takeyama fait des bandages illégaux. Ah, c'est vrai, j'ai C'est-à-dire, oublié ça. C'est vrai. c'est-à-dire qu'il a mis de la gaz, seulement la gaz, il l'a mis dans l'eau, et puis ils l'ont mis dans le, comment ça s'appelle? Ils l'ont mis dans la glacière. Voilà. Pour que ça soit bien Donc, dur et que ça c'est fasse des bien points mal. américains. Ouais. C'est des points américains. Alors déjà, le mec, il frappe. Alors là, laisse tomber. Et bon, le combat, bon, après, on monte sur ring. En fait, moi, j'étais prêt. Donc, on a fait des gants légaux. On a fait des bandages légaux avec Jean Molina, que j'ai toujours eu et j'ai toujours eu Jean Molina dans mon coin, en amateur, en professionnel. Je l'ai encore eu aujourd'hui au téléphone et il va bien. Elle a été un peu à l'hôpital. Mais donc, j'appelle toujours c'est moi qui ai toujours le lien avec les gens à qui j'ai travaillé. Je suis en contact avec Michel Elouacarriès aussi. Et donc, pour te dire que le combat, il a été ce qu'il a été. Mais juste la chose que je peux te dire, c'est quand je fais le premier round, je reçois pas un coup de poing. Quand je rentre dans le coin, la première chose que je me dis, il en reste 11. Super. J'ai pas pris un coup de poing.
il faut faire les 11 comme ça. Hmm. Quand je fais la fin du deuxième round, je prends un crochet dans la tempe et je vois le monde qui va dans tous les sens. Quand je rentre dans le point, je vois Molina qui fait Par le ralenti. et surtout lève les mains. Oh là, je ne comprends pas. Et c'est ce coup de poing-là que j'ai eu qui me fait que je me suis super fait attention parce que le premier round, j'ai pas pris de coup de poing. J'ai pris un coup de poing. Le mec, il m'a sonné. Je me dis, laisse tomber, c'est du plomb qu'il envoyait. C'est du plomb. Et là, j'ai eu je veux pas dire que j'ai eu peur. J'ai jamais eu peur sur le ring. Mais ça fait cogiter. Et là, je me suis alerté à tous les points de vue. À tous les points de vue. Ouais, t'étais alerte et puis ça fait que ta performance a été d'autant plus grande. Grande perf de l'histoire de la boxe française, s'il en est. Alors, ta carrière aussi marquée par, tu sais, des moments où la carrière peut prendre un chemin et peut en prendre un autre. Et malheureusement, parce que il y avait toujours en bout de ligne, il y avait toujours des super trucs pour toi. T'as rappelé le projet de combat contre Prince Nassim Hamed, voilà. Et il y a cette défaite crève-cœur parce que je pense que ça aurait été génial ce qui aurait pu t'arriver si t'avais gardé la ceinture. Alors j'ai pas envie que t'aies trop les boules, on va y passer rapidement, mais cette putain de coupure contre Balbi, est-ce que t'es pas d'accord avec moi que sans cette coupure, ton dernier chapitre de carrière aurait pu être autre? Alors, tu disais tout à l'heure qu'en France, on a une certaine tendance par rapport aux États-Unis à donner de nos boxeurs. Je rappelle que dans la WBA, quand t'es coupé avant le 3e round, on arrête le combat au 8e. On est d'accord? Et enfin, c'est encore un truc bizarre, encore du bizarre. Alors, moi, je suis coupé au 2e round. Au premier et 2e round, je fais 12 rounds comme ça. Quand tu mets ta main, tu rentres ta main dans ma plaie. D'accord? Ouais. Je rappelle que les textes de la WBA, ils doivent s'arrêter normalement au 9e round avant que j'aille à terre. On est d'accord? Et là, je gagne le combat. Malheureusement, on est en France. Alors, je vous rappelle un petit peu, on va revenir quelques temps en avant. Je reviens du championnat du monde de Takayama. J'ai oublié de te dire que quand j'ai pris l'avion, ouais. C'est des choses dans lesquelles nous, on n'est pas habitués en tant que Français. C'est que quand je suis arrivé, j'avais l'impression, quand j'étais à l'aéroport, que j'étais Dieu. Que tout le monde s'effaçait sur le passage. Il y avait une queue, tout le monde s'effaçait, tout le monde me saluait. Comme un maître Jedi ou je sais pas quoi. C'était même gênant. C'était gênant parce qu'on n'est pas habitué à ça. Tu parles au Japon, hein, que tu reprends ton avion au Japon pour repartir en France, c'est ça? Dans l'aéroport japonais? Ouais, j'arrive en France. Le président de la Fédé, il est pas venu me chercher. C'est fantastique quand même. Ah, il y a un décalage de comportement entre les deux pays, c'est dingue ça. Ah, mais c'est fou. T'arrives dans un pays où t'es Dieu, tout le monde te laisse passer. On est arrivé, tout le monde s'est écarté, les gens ils enregistraient, ils nous ont laissé passer pour le team et tout et tout. T'as signé combien d'autographes dis-moi, Julien. T'as signé combien d'autographes avant de prendre ton avion au Japon? Dans l'aéroport, t'as signé combien d'autographes? T'as dû avoir mal à la main? Bah déjà quand on est rentré à l'hôtel, on a eu des bouquets de fleurs, tout le monde, les gens de l'hôtel, ils saluaient et tout et tout. C'était gênant parce que moi je voulais on pouvait voir ce qu'on voulait. Et tout. C'était comme ça. Et quand t'arrives en France, j'ai eu quand même au demeurant, j'ai eu un mot de Jacques Chirac. Ah. Qui m'a écrit personnellement. Bon, il a signé, voilà. Je vous remercie pour ce que vous avez fait pour la France et tout et tout. La présidence de la Fédé, rien. Quoi d'autre? Bon, après, donc, seulement le combat avec Balbi, on a oublié de parler avec Michel Elouaye-Cariès. Normalement,
je devais pas rencontrer Balbi. Je devais boxer le 8 novembre. Je devais faire une défense de titre puisque Takanori à Takayama, j'étais son challenger officiel. Alors dans le bizarrerie de la boxe, ça continue. Donc j'ai le droit à une défense de titre. Ouais. Et subitement, j'ai Roll Balbi, challenger officiel. En fait, normalement, tu avais droit à une défense de titre dérogatoire où tu pouvais choisir ce que tu voulais, mais ils t'ont tout de suite imposé un mandatory fight. Tout à fait. Voilà. Encore, tu parlais tout à l'heure des bizarreries de ce qui se passe en boxe. Ça fait partie de ces bizarreries. Oui. Et donc, 2 jours avant et je te demande si tu as les rushs, et s'il y a des gens qui nous écoutent, ils peuvent nous envoyer les rushs. Okay. On parle, mon père à la conférence de presse, il dit oui, mon fils devrait monter sur le ring dans 2 ou 3 jours, mais on n'a pas parlé de la bourse. Ah, il y avait ça en plus. Je savais pas. Voilà. Donc, moi, j'ai demandé à mon père une certaine somme, et mon père, je sais pas, il s'est embrouillé, je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas ce qu'il a fait. Donc, toujours est-il, c'est que le combat d'après, il a demandé 1 million d'euros. Donc, ils n'avaient pas intérêt à ce que je gagne. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais je comprends le truc. Voilà. Et tu sais, j'ai failli repartir au Japon pour signer avec les Japonais. Ah oui, bah ça, on sait pas cette histoire. T'as été quoi? T'as Bah été ouais. à 2 doigts de signer avec les Japonais? Bah ouais, mon ex-femme m'avait dit retourne au Japon, les carrières c'est pas des gens viables, etc., etc. Ce qu'on fait avec Balbi, avec l'italien, etc. Ils sont capables de te le refaire et ils me l'ont fait pour Balbi. Après, moi je juge pas, hein. Ils protègent leur business et tout, c'est normal. Ouais, mais leur business aurait continué à être grand en ayant leur star française au firmament, au lieu de leur mettre des cartouches. Je suis désolé. Entre temps, il y a eu le champion olympique Brahim Assoum. Ouais. Donc, si tu veux, on remplace. C'est un peu comme dans la politique aujourd'hui. Quand tu es obsolète, on te remplace par quelqu'un d'autre. Ouais, mais être obsolète en ayant fait ce que tu fais, en ayant une ceinture, en étant chez les légers à cette époque-là, moi j'appelle pas ça obsolète. Faut pas comprendre la boxe de l'époque. Là, je vais m'énerver. Je vais m'énerver tout de suite. Là, je suis désolé. Mais alors là, on va arrêter Balbi parce que ça me gonfle, ça me pète tout ça. On va parler de mon combat préféré de Julien Lorcy. Et là, j'ai envie de bien en parler avec toi parce que c'est encore méconnu chez les Français. C'est que bon, il se passe ce qui se passe avec Balbi, on oublie. Mais t'as une fin de carrière qui, pour moi, et je l'ai déjà dit dans une vidéo, je sais pas si tu sais, sur les grandes performances de francophones aux États-Unis, tu fais partie bien sûr, de ma sélection, et j'en parlais déjà à l'époque, mais j'ai envie qu'on parle de ce combat. Et j'ai envie qu'on parle de cette époque, parce que Julien, tu es dans une époque incroyable chez les légers que tout le monde a oublié, mais on va pas l'oublier. Voilà. Tu parles de Juan Diaz. Je te parle de Juan Diaz. Je te parle de Juan Diaz parce que Julien, alors si là je te parle de Juan Diaz, fait son dernier combat en carrière, voilà, en Texas contre Juan Diaz. Et il faut se remémorer, messieurs, dames, Juan Diaz, dans les années 2000 à 2009, son deuxième combat contre Marquez, est une star de la boxe. Est un nom un nom de la boxe vraiment important aux États-Unis. Et toi, tu y vas, au Texas, c'est lui qui a la ceinture. On est dans une génération dingue et écoute, tu vas performer. Alors, t'as pas la décision, mais écoute, t'en imposes. Le Juan, Baby Bull, n'oubliez pas, Baby Bull fait tes éloges au micro de ESPN. Bien sûr, t'as sorti une performance de dingue, donc il est bien obligé de faire ton éloge. Les commentateurs, attention, les commentateurs, c'est Eddie Atlas, c'est Joe Isidore, disent Julien Lorcy, c'est quelqu'un. Ils le disent ça. Écoutez un petit peu. Voilà. Alors là, est-ce qu'on peut reparler de ce grand voyage boxe que tu as fait et de cette grande performance tu peux nous le redire, s'il te plaît? Alors,
dans ce combat-là, il a eu du mal à se faire parce que je me suis fâché avec Michel et Louis Carriès et j'ai signé avec Don King. J'ai appelé Michel et Louis, je lui ai dit voilà Michel, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ah, il dit mon fils, ils étaient à l'époque en comment ça s'appelle? En bisbee avec Canal+, parce qu'ils avaient demandé, chez eux, ils ont fait un procès à Canal. Ok. À l'époque. Bon, je sais plus, c'était 2004, donc voilà. Donc ils avaient Brahim Assoum, champion olympique, voilà. Puis ils estimaient qu'ils payaient trop cher, enfin bon, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé de leur côté, enfin voilà. Ils m'ont dit, mon frère, on n'a plus d'argent et tout, voilà. On me donne tant. Je dis, moi, je suis pas un épicier. Je dis, moi, chaque coup je boxe moi, je remplis les salles. Pour, pour petite, euh, pour petite preuve, je boxe Golakov, champion champion d'Autriche. En juin 2003. Voilà, en boxe, Palais des Sports de Pierre de Coubertin à Paris. D'accord? Salle remplie. Je gagne KO au premier round. Donc j'étais capable de remplir des salles entières. Ouais. Et c'était un mec qui avait un bon palmarès, voilà. Et en fait, je me suis fâché avec mon team. Et je me suis fait, quand je dis le team, je dis la carrière, je me suis passé avec tout le monde parce que j'ai signé avec Don King. Et Don King, il me laisse l'autorisation d'organiser mes propres combats. Donc, je prends quelqu'un qui m'organise le combat, et on organise tout, il paye les taxes à la Fédé, il paye tout. Et dans l'intégralité, c'est mon cousin, Stéphane Hakoun. C'est ton cousin, Stéphane Hakoun? Ils étaient 4. C'est ton cousin, Stéphane Hakoun? Non, il y avait mon cousin dedans, Christian Almaer, il y avait Stéphane Hakoun, il y avait 2 autres personnes que je connais pas, et ils avaient monté ce gala-là. Et en fait, quand tu commences un gala avec une grosse télévision, tu te dois de payer la production. Et donc, ils avaient payé 25 000 euros de production, et le combat d'après, étant donné qu'on avait signé un contrat, on payait plus les droits de production. Donc, ils revenaient en bénéfice. Donc, les 1500 euros qu'ils avaient gagnés, ça correspondait à rien, ça faisait 6 000 euros au total, mais ils étaient prêts à continuer. Mais comme je rencontre Juan Diaz, j'ai pas boxé pratiquement depuis 1 an. Avant de rencontrer Juan Diaz. Ah ouais. Plus qu'un an. Plus qu'un an, tu fais septembre 2003. J'ai revu, tu fais de septembre 2003 et contre Diaz, c'est en novembre. C'est en novembre 2004. Voilà. Donc 14 mois sans boxer. Parce que je m'étais fait. Alors, quand je me suis entraîné avec Juan Diaz, j'ai eu des partenaires d'entraînement qui subitement, alors j'ai pris des Roumains, j'ai pris des Allemands, j'ai pris pas mal de mecs, personne n'est venu. Parce qu'ils ont eu l'ordre de pas venir. Voilà, ça fait partie du jeu, hein, c'est normal. Donc si tu veux, voilà, je me suis entraîné comme j'ai pu. Et j'ai pris un préparateur physique, un copain qui fait de la boxe qui s'appelle Choukri, qui est venu avec moi au Texas. On a fait le coup d'envoi parce qu'il y avait aussi on a été voir le match des Spurs puisque c'est à San Antonio au Texas. On a été on a fait la pub aussi dans le comment ça s'appelle pour la boxe. On a fait la pub pour la boxe. Non, il faut comprendre le coup d'envoi. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, que ça soit, je sais pas, pour un match de basket ou un match de hockey, quand vous faites le coup d'envoi. La promotion dans l'aréna, c'est dingue parce que l'affiche apparaît sur les gros écrans géants, les 2 adversaires sont là et tout. Ça te met une ambiance de malade. Et toi, tu vis ça. T'as vécu des choses en grand. Et maintenant, bon, la préparation, on comprend. T'as eu des bâtons dans les roues, c'est peu de le dire. Mais, explique-nous, tu performes de malade ce soir-là. De malade. C'est un combat vraiment, mais alors c'est bizarre à dire, mais il est tellement plaisant à suivre. Moi, c'est un combat que je peux revoir ça toutes les semaines. C'est mon combat préféré de toi. Tu vois?
Si je te dis qu'ils m'ont arrangé, mais laisse tomber, ils m'ont escroqué, mais laisse tomber. Ouais. Alors, je t'explique. Pas sur le combat en lui-même, Non. mais quand je vais à la bascule, Ah, Baby Bull, il avait des problèmes de poids. Il te l'ont mis à l'envers. La bascule était pas bonne. Dis-nous. attends, moi, j'ai une bascule, j'ai fait 7 championnats du monde dessus. Ouais. Je me suis toujours pesé à 61 kilos et 100 grammes. Là, je rappelle que la limite, c'est 61 kilos, 235. Donc, je suis 130 grammes en dessous. D'accord? Mmh. Et là, sur la leurre, je me suis à 60 kilos. C'est pas l'opération de Saint-Esprit, ça? Je suis assez, Parce qu'il je suis avait, assez, il avait des problèmes de poids. Il est connu pour avoir des problèmes de poids. Et ils t'ont fait une entourloupe avec la bascule. Les entourloupes de bascule, messieurs, dames, existent depuis très longtemps. Et dans une émission, dans une libre antenne, en janvier, vous pouvez revoir, j'ai parlé d'une entourloupe de bascule qui concernait un Français en France en 96, en janvier 96. Je n'en dis pas plus. Mais donc, ils te font ce coup-là. tu parles de Boudouani, Non, non, je parle de quelque chose qui s'est passé à Saint-Étienne. Mais on ne dira pas plus. D'accord, ça va. Et donc, parce que moi, j'étais là, pour Boudouani, c'était continuer dans une histoire. Et donc, si tu veux, ben, moi, je me pèse 60 kilos, et lui, il se pèse à 61 kilos, Bien sûr, il fait la limite. Il est à 2 ans. Ouais. Si le mec, il perd 1 kilo avant le match, le lendemain, il est mort. Ouais. Ah ouais, si tu lui fais perdre un kilo en plus dans les 2 heures à partie pour faire perdre le kilo, alors le lendemain, c'est plus le même. Parce que surtout, la boxe qu'il proposait, c'était une boxe dure, et voilà. Vraiment, donc, encore une fois, les aléas de la boxe, tu les as bien connus. On parle de aléas de la boxe, hein. Voilà. Moi, je parle de enculerie de la boxe, mais donc ça fait partie de l'univers. Voilà. Mais je veux dire, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qu'on peut pas t'enlever, c'est que tu performes à fond le mec qui est une légende, hein, qui est une future légende en devenir. Il a fait une décennie de boxe au firmament. T'en imposes. T'es avec Don King, je sais que tout est compliqué, mais c'est la question que moi, personnellement, j'ai envie de te poser depuis 16 ans. J'ai envie de te poser cette question, Julien. Ok, t'as pas la victoire, mais tu sais au fond de toi que tu performes. Est-ce que t'as pas envie de continuer? Et justement de continuer aux États-Unis malgré les entourloupes. T'as pas envie de compétitionner parce que ton nom est toujours là et t'es dans une génération de dingue. Je te montre. Le Diaz, il va être dans une rivalité avec lui. Hop, attends, excuse-moi. Hop, je vais mettre là. Avec Freitas. Et ça, voilà. L'année 2004, chez les légers, la catégorie de Julien. Il y a ça. Il y a Freitas contre Corrales. Mais t'imagines, mais moi c'est une dinguerie. Tu me mets Julien Lorcy, Diego Corrales sur un ring. Tu vois? Est-ce que, et t'étais si proche, tu pouvais toucher ça du doigt, ce petit tournoi-là qui aurait pu se faire. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas eu l'opportunité? T'en avais plus envie, tu voulais arrêter, c'était trop difficile à porter, tout ce monde de la boxe? Bah, disons, rester en France et qu'on mette des bâtons dans les roues pour les partenaires d'entraînement, pour les sparring, pour tout ça, pour aller t'entraîner, ça devient compliqué. Il lui fallu que je finisse ma carrière aux États-Unis, que je reste là-bas sur place, Ouais. que je signe un contrat directement avec une salle de boxe directement. Mais bon voilà, puis après ça me dégoûtait. Il y a mon père, il s'est embrouillé avec mon cousin, donc j'aurais pu continuer à rester en France, à faire mes 4 combats dans l'année. Après, je résidais au Maroc, ça devenait très compliqué. Ok. Très compliqué. Mais sportivement parlant, moi, on connaît ton esprit de compétition. Toute cette génération-là, t'avais pas envie de te les faire parce que en sortant du combat contre Diaz, t'avais pas envie de te les faire. Regarde, un autre nom qui rentre chez les G en 2004. C'est pour ça que le timing était fou. Il y a Casamayor qui est aussi chez les légers à ce moment-là. Toute cette génération d'ailleurs, t'avais pas envie de te les faire. Et autre question, Julien, de tous ces noms que je viens de te dire, toi, analyste de boxe, qui pour toi était le grand léger de cette période-là? Moi, j'aurais pu rencontrer Freitas en rigolant.
Freitas, il avait gagné contre Alexandrov KO au premier round. Moi, c'est un boxeur que je trouvais pas extraordinaire. J'aurais pu rencontrer, mais il y avait des risques. Il y avait des risques de perdre avant la limite. J'avais 33 ans. Moi, j'ai pensé à plus. Il m'était plus facile d'arrêter ma carrière en n'ayant aucun symptôme. J'ai jamais été KO, j'ai déjà été à terre. J'ai été à terre 2 fois avec Castillo et une fois avec Balbi. Avec 8 championnats du monde, je m'en sors plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est Voilà. vrai, tout à fait. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'aspire à faire des choses un peu différentes de ce que les gens font, parce que j'ai la tête sur les épaules. Voilà. Maintenant, après comme disait Rocky, il dit la vie, elle tape plus fort qu'un combat en 12 rounds. Moi, je me bats au quotidien, quoi. Ouais, mais c'est alors. Tu dis tellement des choses vraies, c'est parce que sportivement parlant, moi j'aurais rêvé de te voir continuer, mais là, tu vois, c'est un peu l'égoïsme du fan de boxe qui parle. Et toi, tu remets tout de suite dans le contexte de la dureté du sport. Et finalement, et c'est ça le paradoxe de cette soirée-là qui est chère à mes yeux, c'est qu'en fait, en termes de champion français, finalement, c'est toi qui as la plus belle sortie. Parce que ta sortie, c'est une dernière performance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis bon, j'ai jamais été KO. Tu prends le trois quarts de boxeurs, ils ont fini avant la limite. On parle de Mormec, on parle de comment s'appelle, de Maillard, etc. Bon, pas mal de boxeurs. Moi, je m'en sors les cuisses propres. Hein. Ouais, tu t'en sors très 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 bien et enfin tu sors du game avec la classe, si on peut dire. Voilà. Enfin, en tout cas, Avec, avec des copains comme Lennox Lewis, Wayne McCulloch, etc., Ike etc. Quartet, aussi. Winky Wright. Je répète, la discussion Winky Wright est sur la chaîne. C'était qui t'es pas David Aizonrite, on l'oublie, mais c'était un poids lourd. Hein. Enfin, vraiment, tes potes, moi j'aurais bien voulu Mais avoir les mêmes potes. Hein. juste pour te dire, mon pirate, que tu saches une chose, que Evander Holyfield, il est passé par Paris, Oui. Chavez est passé par Paris, Pernell Whitaker est passé par Paris. Après, est passé par Paris. Tous les plus grands boxeurs, Tito Trinidad, il s'est entraîné à la plaine. Tous les plus grands boxeurs, on a eu des années 80-90, ils sont passés par Paris. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a plein de vidéos sur le sujet qui sont sur la page. Ça tombe très bien. On est dans l'esprit des pirates de la boxe. En tout cas, Julien, Monsieur Lorcy, c'était un honneur et un plaisir de t'avoir sur la page et de discuter boxe avec toi. Ça n'a pas son pareil. Julien, bien sûr, on te souhaite le meilleur et puis on espère te revoir sur la page pour d'autres aventures, d'autres discussions parce que c'est toujours un plaisir. Voilà, Julien, merci encore et puis pour vous les pirates, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures box. Ciao et bouh!